Bonjour, everyone. I'm sorry, I will speak in English. I don't know your beautiful English. Je suis désolée, je vais parler anglais parce que je ne parle pas français, malheureusement. Je m'appelle Philippe Saboya, je suis directeur exécutif d'un institut au Brésil. C'est la plus grande organisation de RSE au Brésil et nous parlons de la diversité avant tout. C'est la raison pour laquelle je suis ici, surtout au Brésil, en raison de questions d'inégalité. C'est un sujet très important. Nous avons beaucoup à dire à ce sujet. Mais ce matin, je suis modérateur de cette séance. Donc, je vais donner la parole à trois dames. On va voir les choses un petit peu différentes ici. On va avoir des questions avant. Comme ça, on pourra parler sur la base de vos idées, de vos intérêts et de vos questions. Alors, je voudrais savoir pourquoi vous êtes ici. Pourquoi est-ce que vous êtes ici? Pourquoi est-ce que vous pensez que c'est un sujet important en 2017? Pourquoi est-ce que vous pensez que c'est très important? Pourquoi est-ce que vous avez des questions, des doutes sur la question de l'égalité entre les sexes et la responsabilisation des femmes? Vous pouvez parler en français, en anglais. Pourquoi est-ce que vous êtes ici? Peut-être que je vais commencer. Je m'appelle Agunasta et je travaille pour la Confédération internationale des syndicats. Nous représentons les intérêts dans l'ensemble de l'OIT, etc. Et nous sommes très intéressés sur la question de l'égalité hommes-femmes sur les lieux du travail et également dans les entreprises, dans les gouvernements, tout ce qui doit être fait pour avancer en tant que femme sur le marché du travail. Alors, d'abord, je voudrais dire pourquoi on doit être préoccupé par cette question-là. Tout d'abord, nous voyons que les femmes sont de plus en plus qualifiées. En femmes, elles sont plus éduquées, je dirais, que les hommes, et pourtant, elles ne sont pas représentées partout où elles devraient l'être. Et puis, il ne faut pas oublier que c'est le taux d'emploi à peu près le même, et lorsque les femmes ont des enfants, tout à coup, elles doivent partir plus longtemps, elles doivent s'absenter plus longtemps que les hommes. Donc, comment est-ce que nous pouvons traiter de cette question de la répartition entre le soin à sa famille et le travail? Donc, je pense que c'est intéressant. Je voudrais savoir, est-ce que vous avez déjà pensé à cela et est-ce que vous envisagez la possibilité d'encourager les hommes à prendre davantage de rôles dans la famille, par exemple, pour avoir un meilleur équilibre entre le travail et la vie de famille? C'est le cas au Brésil, par exemple. Nous avons davantage de femmes sur le marché du travail, plus de femmes qualifiées, mais on a moins de femmes représentées, disons, au sommet des entreprises. Alors, une question, qui d'autre voudrait la poser? Pourquoi est-ce que vous êtes ici? Pourquoi est-ce que vous pensez que ce sujet est important? Quelles sont les questions qui se posent? Quels sont vos intérêts? Est-ce que, vos centres d'intérêt? Vous parlez en français, il n'y a pas de problème. OK. One here, one there. Alors. Bonjour, Jacques Perrochat, Schneider Electric. Je suis là tout simplement parce que pour moi, à titre personnel ou professionnel, la gender equity, c'est une évidence. Mais force est de constater que, ce que je constate à titre personnel ou professionnel, c'est que ça ne l'est pas dans toute l'humanité. Et je pense que c'est un combat qu'on doit vraiment mener, nous, les hommes, sur ce sujet. Voilà. Et donc, je viens m'inspirer. Je pense que Isabelle pourra parler des initiatives qui s'appellent « Lui pour elle » et ce sera important lorsqu'on en discutera. Je m'appelle Isabelle Sébastien, je viens de l'Institut pour l'avenir durable en Australie et je voudrais savoir quel peut être l'impact
de l'égalité homme-femme au travail, au gouvernement et dans la prise des décisions. Quel impact est-ce que cela pourrait avoir pour le développement durable dans le monde? Encore une question? Donc, moi, je me présente, Jérémy Debourine. Et avant, je faisais partie d'Europe Écologie Les Verts. Et je faisais également partie de la Commission nationale sur le féminisme. Et en fait, je me suis rendu compte que même au sein d'un parti comme Europe Écologie Les Verts, et via une commission aussi forte, il y a eu des problèmes d'agression sexuelle. Et du coup, je pense que ça m'a fortement motivé à venir dans cet atelier aujourd'hui. J'aurais pu choisir un autre atelier, mais je pense qu'effectivement, c'est un combat quotidien, que ce soit les femmes et les hommes, pour un respect mutuel. Thank you. Bien, merci. Je pense que maintenant, on a des éléments pour lancer notre session. Tout d'abord, j'ai Leila qui représente Rafa Salah sur le crédit à la consommation au Maroc. Une des plus importantes dames du monde des affaires cette année. J'ai choisi de parler en français parce que ce que je veux, c'est impacter. Et je ne veux pas passer mon temps à chercher le mot, la phrase, le verbe qu'il faut. Et d'abord, merci d'être là. Merci de vos questions parce que c'est exactement pour ça que, personnellement, je suis là. Le Maroc, c'est 35 millions d'habitants. C'est 51% de femmes. 25% de jeunes, hein, moins de 18 ans. Un taux de croissance qui tourne entre 2 et 3% parce que nous n'avons... les femmes actives sont très peu représentées. Elles sont moins de 25%. Et au Maroc, la femme doit travailler non pas... bien sûr, il y a la notion d'égalité qui est là, mais... au Maroc, on ne peut pas se passer de la contribution des femmes. Nous avons besoin que les femmes travaillent, qu'elles créent de la valeur. Si nous voulons avoir un meilleur taux de croissance, nous avons 10% de taux de chômage, dont 30% chez les jeunes. Voilà à peu près le contexte dans lequel j'évolue. Alors, j'ai plusieurs vies. Je dirige donc la première société de crédit à la consommation au Maroc. J'ai 900 salariés, 52% de femmes. Et nous avons eu plusieurs fois le prix de la diversité parce que nous avons un pourcentage important de femmes, mais ça commence à partir du comité exécutif. Contrairement à d'autres entreprises où nous allons trouver un taux de participation de femmes qui est important, mais elles sont souvent dans les métiers qui ne sont pas réellement au top management. Alors, la question qu'on me pose souvent, c'est comment on fait pour arriver à ce taux-là. C'est pour ça que j'ai commencé par vous donner les chiffres du Maroc. Il y a 51% de femmes au Maroc. Quoi de plus normal que d'avoir 51% de femmes dans sa société? Quand on ne fait pas de discrimination au recrutement, quand on a un candidat, c'est une compétence, c'est pas un homme ou une femme, c'est d'abord une compétence. Quand on propose des promotions, on ne fait pas, on se dit pas si je la promue et qu'elle va faire des enfants, elle va s'arrêter. Oui, elle va s'arrêter. Ça fait partie du don qui nous est donné. Hein. Nous sommes là aussi pour procréer et nous devons en prendre soin, mais au management d'en tenir compte. Et je vais vous parler de certaines best practices. Moi, je suis là pour partager les best practices qui ont fait que nous sommes souvent cités comme exemple au niveau justement de la politique du genre. Mais je viens aussi me nourrir de vos questions, de vos remarques. Et la première chose qui m'a interpellée en rentrant dans cette salle, c'est que j'étais dans la table ronde précédente. Il n'y avait que des hommes au niveau de la table ronde. Et dès qu'il s'agit de parler de femmes, nous n'avons que des femmes. Et la principale majorité des participants sont aussi des femmes. Voilà où est le problème. Et merci à monsieur de dire « je suis là parce que je me sens impliquée et j'ai envie de contribuer ».
ça ne se fera pas sans les hommes. Ce sont les hommes qui sont au pouvoir, ce sont les hommes qui vont permettre aux collaboratrices d'évoluer, qui vont distribuer les promotions, et c'est par eux que ça va passer. Et quand je parle aux hommes, j'interpelle le mari, j'interpelle le père qui a des filles, j'interpelle le frère d'une sœur, et j'interpelle le fils. Donc il y a une mère. Donc il faut vraiment que la cause des femmes, si elle n'est pas portée par les hommes, ça restera une discussion de femmes. Et c'est pour ça que, qu'est-ce que j'ai fait dans la société? Déjà dès 2008, j'ai commencé à faire des séminaires en interne pour parler de la mixité comme levier de performance. Parce que j'avais des plateformes où j'avais que des femmes, et ensuite j'avais des plateformes avec des hommes. Ça ne fonctionnait pas. Les débats n'étaient pas... les discussions en interne n'étaient pas des discussions, je vais dire, très challengeantes. Et quand j'ai commencé à mixer, ne serait-ce que mettre un homme dans une plateforme où j'avais 5 ou 6 femmes et l'inverse, tout de suite, les discussions changeaient. Il y avait un peu de compétition. C'était une compétition saine. Et c'est ce qui m'a donné envie de commencer à mixer les équipes. Et j'en ai fait un réel levier de performance. Et j'ai vu les résultats augmenter, s'améliorer dans les plateformes parce qu'il y avait cette émulation. Donc, les séminaires que je faisais, c'était des séminaires à tout le personnel, hommes et femmes. Et petit à petit, ces séminaires ont commencé à être connus sur la place. Et donc, on m'a demandé de faire des conférences. Et j'ai commencé tous les mois de mars, à l'occasion du 8 mars, donc le jour de déclaration donc, des droits de la femme. On a commencé à faire des conférences. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à faire venir des personnes inspirantes, hommes ou femmes. Et ces personnes parlaient de leur cursus. Et j'invitais tous mes partenaires, j'invitais des étudiants, des universitaires, et j'étais fière de voir que dans la salle, j'avais 60 à 65% d'hommes. Et c'était ça le but. C'était d'expliquer cela aux hommes pour voir qu'ils font partie du processus. Il n'y a pas, c'est pas à côté, c'est ensemble qu'on va y arriver. Et donc c'est ce cycle de conférences qui a été mis en place, un, pour inspirer mes collaborateurs, et deux, je fais régulièrement des tables rondes où j'invite d'autres CEO. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on partage les best practices. On dit ce plafond de verre, comment il faut faire pour le faire évoluer. Et le plafond de verre, certes, il y a un cadre. Les chiffres sont là. Au Maroc, 4% des sociétés cotées ont un administrateur femme. C'est pour vous dire le chemin qu'il y a à faire. Et nous avons créé, et je suis membre du club des femmes administrateurs, où on essaye de faire justement évoluer les femmes. Et ce qu'on entend souvent, je veux bien les promouvoir, mais il n'y en a pas. Oui, il n'y en a pas. Il n'y en a pas parce que dans la stratégie RH de l'entreprise, on n'en a pas tenu compte. Il y a une préparation à faire. On ne peut pas dire du jour au lendemain, l'homme et la femme vont être identiques et il faut qu'ils aient tous les deux les mêmes les mêmes atouts. Oui, mais un atout, ça se travaille. Quand une femme doit s'arrêter de travailler pendant 3-4 mois pour des raisons de maternité, quand elle revient, il faut l'inclure, il faut la remettre dans la partie. Il y a des freins que les femmes ont en interne, nous le savons toutes, en tout cas les femmes. On a nos propres freins. En plus des freins que nous avons de l'extérieur, il y a une pression sociale. Tout à l'heure, on parlait de partage des tâches. Oui, partage des tâches, c'est important parce que quand je vois dans mon entreprise, celles qui font le plus de burn-out, ce sont les femmes. Parce qu'elles doivent gérer les enfants. Ça fait partie du dispositif. Mais il faut en tenir compte. En tant que manager, au moment de promouvoir une personne dans mon comité de direction, à ce moment-là, la personne, presque en s'excusant, elle m'annonce qu'elle était enceinte. Et donc, elle était persuadée que ça y est, c'était fini, qu'elle devait encore attendre 2 ans. J'ai dit, d'abord, félicitations, c'est quand même, je le dis, c'est un don que nous avons. Et si la personne continue à travailler avec engagement, avec motivation, et qu'elle va s'arrêter quelque temps, mais quand elle va rentrer, elle va trouver sa place, elle va s'investir encore plus.
Et à ce moment-là, je l'avais appelé pour lui annoncer sa promotion, pour rentrer au comité exécutif. Et ben j'ai gardé mon... Je ne le savais pas, mais quand elle me l'a annoncé, j'ai dit, ben ça ne doit rien changer. Et j'ai annoncé la promotion, sachant qu'elle allait s'arrêter 3 mois après. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle a été très motivée, elle a continué à travailler à distance, elle a assuré, j'ai même pas senti son absence tellement elle était, entre guillemets, reconnaissante, ce qui ne devrait pas l'être, mais c'est aussi la réalité. On est reconnaissant quand on est promu, on a l'impression que c'est une faveur qu'on nous fait. Mais c'est pour dire que l'évolution de la femme dans des postes à responsabilité, c'est 2 choses. C'est la femme en tant que telle qui doit se... Oui, on doit prouver plus, c'est un fait. Eh bien oui, on le fait. Et la preuve, je dis en m'amusant, je cumule beaucoup de choses. Je suis une femme arabe, musulmane, donc ça fait quand même beaucoup de clichés. Et ça fait aussi partie du fait que j'accepte de venir dans ces forums pour dire il y a d'autres façons de faire, il y a d'autres représentations à avoir par rapport à justement aux médias qui parfois véhiculent un peu trop certains clichés et pas d'autres. Et de dire que les femmes, faut qu'on se prenne en main. Oui, ça fait partie de nous. Si on veut y arriver, c'est par nous que ça va passer. Et 2, il faut rentrer dans une entreprise qui est ouverte. Et quand ce n'est pas le cas, eh bien, on a aussi notre part. J'aime bien la parabole du colibri. Chacun doit faire sa part. Et on peut être acteur de changement. Moi, je suis rentrée, j'étais N-7 dans cette compagnie. Je suis devenue CEO après 15 ans. Mais je sais que j'ai souvent aussi poussé les managers à changer de façon de nous regarder sans nous victimiser, surtout pas, et sans considérer que quand on est promu, on nous fait une faveur. Donc voilà, moi j'aimerais plutôt que de vous parler de toute l'expérience. Moi je suis là pour répondre à vos questions. Je vois beaucoup de jeunes et ça me fait plaisir parce que c'est aussi la relève. Donc je préfère attendre s'il y a des questions, pour être encore plus précise dans les techniques, en tout cas, que j'ai mises en place au Maroc. Thank you, Leila. Merci, Leila. Maintenant, je vais donner la parole à Bibi. Bibi Ossel est une designer en mode. Elle a créé Bibi Productions, une marque qui a pour objectif d'utiliser la mode comme outil de développement. Eh bien, bonjour à tous et tous. Je suis très, très heureuse de vous voir. Merci. Merci à tous les orateurs précédents également. Merci d'être là, à mes côtés. Je viens du Bengale. Je suis née au Bangladesh et j'ai fait tout mon parcours scolaire au Bangladesh. Et puis, je suis partie faire mes études. Si vous relisez l'histoire du Bengale à l'époque de l'Empire britannique, nous faisions partie du Bengale, la partie est du Bengale. Le Bengale est connu pour la musique. Vous pensez certainement à des grands musiciens indiens, Labi Shangal, Tago. Également, je pourrais vous parler de Chapedi Trail et également d'autres artistes. Nous regorgeons d'artistes et nous faisions partie également de l'est du Pakistan. Mais si vous regardez la carte de l'époque, le Bangladesh, le Pakistan était là, le Pakistan était également vers le haut. Donc nous avions différentes langues, différentes façons de nous exprimer, comme tous les autres pays. Nous avons eu des guerres, nous sommes battus, nous avons gagné l'indépendance en 71. Le Bangladesh est un des seuls pays au monde qui a gardé sa culture. Nous sommes devenus indépendants, nous avons conservé notre culture. C'est important parce qu'on entend toujours la misère,
guerre, avec les inondations, Bangladesh, etc., d'un pays pauvre. Mais vous savez que le 21 février, c'est le jour de la langue. Pourquoi? C'est à cause du Bengale, du Bangladesh. Les jeunes dans les universités se sont battus et par conséquent, le 21 février, c'est le jour de la langue dans le monde entier. Alors moi, j'ai grandi dans ce pays et j'ai vu beaucoup de choses qui se sont passées. J'avais 3 sœurs. Je ne voulais pas être ni docteur ni ingénieur. Je voulais faire quelque chose. J'étais très douée pour l'art, mais je ne voulais pas étudier les beaux-arts. Je voulais étudier quelque chose qui m'inspire. Pourquoi? Parce que si vous lisez l'histoire au cours de l'époque britannique, nous faisions de la mousseline, un tissu particulier. Je me disais, comment aujourd'hui ce pays est en deçà du seuil de pauvreté? C'est incroyable. Moi, je viens d'une famille et je voulais étudier la mode, aller à Londres. Ma famille me regardait un petit peu de travers parce que j'aurais pu aller à Cambridge ou autre, mais je voulais leur dire qu'il y a beaucoup de jeunes parmi nous aujourd'hui. Et je veux dire à tout le monde, en particulier aux jeunes, qu'il faut vraiment d'abord privilégier son pays. J'étais dans un foyer où on m'apprenait tout cela. Et il y avait également la culture européenne. Lorsque j'allais à l'étranger, je n'oubliais jamais mon enfance. L'enfance est très importante, elle est précieuse. Lorsque je suis allée en Europe, on me disait, oh là là, vous venez de loin. Alors, et le fait de savoir sourire ou autre, c'est important également. On connaît Beethoven, on connaît Bob Marley, etc. Donc, il faut vraiment toujours incarner également son pays, sa culture. On a tous une culture également internationale, mais la culture nationale est importante. Le Bangladesh, c'est un delta, c'est une rivière. Que vous traversiez d'un endroit ou à un autre, vous devez traverser la rivière. Le moyen de transport numéro 1, c'est le bateau. Mais bien évidemment, nous sommes exposés aux inondations, mais c'est comme la neige. C'est pas parce qu'il y a de la neige qu'on meurt. On est habitué aux désastres, catastrophes naturelles. Alors, comme je disais, après mon enfance, je suis partie en Europe pour étudier la mode. Vous savez que la mode, c'est intéressant. D'un seul clic, on peut trouver de la mode sur Internet. Mais moi, je me suis rendu compte que la mode pourrait être un vecteur de développement. Et ça a commencé avec le soutien de UNESCO qui m'a cru. Elle a cru en cette aspiration, notamment Federico Mayor. Vous savez, ce que vous pouvez faire, c'est promouvoir l'enseignement, l'éducation. Et moi, je le fais via la mode en proposant à de jeunes femmes de meilleurs standards, de meilleurs revenus. Et c'est ce que je fais. Bien sûr que l'UNESCO, les Nations Unies en général, savaient que je faisais quelque chose dans ce sens. Parce que dans chaque pays, l'éducation, c'est la colonne vertébrale de tout. Mais on n'a pas besoin forcément d'études, de faire des études. Le principal, c'est d'avoir les performances de base, de connaître ce qui est important, savoir lire, écrire, compter. Alors, j'ai commencé par un programme de développement. On pourrait penser que la mode, ça veut dire une marque, mais pas forcément. La mode, c'est très important parce qu'on ne peut pas venir nu. On a tous besoin de s'habiller. Et ça, c'est important. Et en se revêtant d'un tissu, d'un vêtement, on peut soutenir le développement durable parce que toutes les maisons de couture donnent de l'emploi à des personnes. Alors moi, je suis partie sur cette approche et j'ai réalisé très vite qu'en matière d'éducation, et grâce à ce que j'ai pu acquérir en Europe, je pouvais jouer un rôle important dans mon pays. C'est vrai que j'ai reçu mon éducation dans le monde occidental et que je pouvais repartir dans mon pays en matière de mode, etc. J'avais un rôle à jouer. Je suis repartie chez moi avec un
un savoir, des connaissances sur ce qu'on doit porter, ce qui est nocif en matière de produits chimiques, etc. Et moi, j'ai eu cette aspiration, ce rêve. Je voulais faire quelque chose depuis mon enfance pour mon pays, mais je n'ai jamais oublié mon rêve. Il m'était clair qu'un jour, en étudiant la mode, je pourrais faire quelque chose pour mon pays. Et j'ai réussi à faire de mon rêve une réalité. Ça m'a pris 20 ans, mais aujourd'hui, mon rêve est devenu réalité en revenant chez moi. Non seulement je travaille au Bangladesh, mon pays, mais je travaille avec le monde entier. Et il y a des choses tout à fait magiques. Et les femmes qui tissent nos textiles ont des doigts donc de fée, et on doit faire en sorte qu'elles soient respectées. La dignité humaine est la chose la plus précieuse. Et vous ne pouvez pas imaginer que lorsque l'on produit quelque chose, on oublie quelquefois d'où vient le tissu, qui a produit les tissus. Ce sont des femmes qui, en produisant des tissus, peuvent vivre. Il faut respecter ces personnes qui produisent au bout de leurs doigts ces tissus. Il ne faut pas oublier de leur rendre leur dignité. C'est vrai qu'il y a eu l'époque de l'Empire britannique, etc., mais il faut vraiment montrer, promouvoir ces femmes qui contribuent à la vie de leur famille. Ce sont des moteurs pour leur famille. Vous savez qu'au Bangladesh et dans beaucoup de pays asiatiques, nous avons des femmes qui sont des leaders en soi. Nous avons plus de 30 ans de présence de femmes politiques. Nous avons des ministres femmes, beaucoup de dirigeants femmes. Moi, j'ai un bureau, j'ai un projet autofinancé, très petit, mais nous travaillons, nous les femmes, nous montrons ce qui est positif. Dans mon bureau, les garçons vont vers le nord, vers le sud, mais dans mon bureau, tous les garçons travaillent. Dans les villages, je ne veux pas qu'une femme se sente mal à l'aise dans un bureau, dans une ville. Moi, je suis une femme. Moi, lorsque j'entre en concurrence avec le monde des hommes, ça m'embête. Dans mon bureau, quelqu'un s'est marié. Et quelqu'un s'est dit, oh, ma femme, un des hommes a dit, ma femme est enceinte. Alors moi, j'ai des règles. Lorsque l'épouse est enceinte, alors moi, je dis aux hommes, vous prenez des congés. Je vous paierai, vous percevrez votre salaire, parce que cet enfant est à vous également et à votre femme également. Vous êtes un couple, donc vous aurez 3 mois de congés payés. Et je vais faire en sorte que vous, en tant qu'homme, vous soyez auprès de votre femme pour l'aider également. C'est très important. Vous avez posé une question auparavant très, très importante sur la maternité, etc. Parce que c'est le devoir des 2 parents. L'homme aussi a un rôle à jouer en matière de maternité. Ça change en Asie. Mais au niveau du village, les mentalités sont bien différentes des villes. Alors, quelque chose que j'aimerais vous dire également, vous savez qu'au Bangladesh est très important en matière de production textile. Elle fournit à Zara, Primark, H&M, etc. C'est certainement la plateforme la plus importante de production de textiles, le vêtement, les t-shirts, tout ça est made in Bangladesh. C'est très important aujourd'hui, d'accord? C'est un sourcing important, mais après la catastrophe que nous avons eue il y a 4 ans à Rana Plaza, dans ma vie, j'ai vu beaucoup donc de catastrophes naturelles, mais je n'ai jamais vu une catastrophe telle que celle que nous avons connue il y a 4 ans, qui était due à l'homme, à sa négligence. Nous sommes exploités par certaines marques, ça c'est certain. Mais il y a quelque chose que l'industrie du vêtement a au moins fait pour l'économie du Bangladesh, c'est-à-dire que cette industrie a donné à des milliers de femmes la possibilité de
travail. Tous les t-shirts et tout ce que vous portez est à 80% fabriqué par des femmes au Bangladesh. Donc très lentement, j'aimerais changer les choses pour qu'elles soient moins exploitées, qu'elles soient mieux rémunérées. Pourquoi? Parce que il n'y a pas d'autre industrie qui donne autant de travail aux femmes. Au Bangladesh, il y a 5 millions d'habitants. Nous avons 52% de femmes parmi cette population. Et dans mon travail, de par mon travail qui a pour but de promouvoir l'artisanat, je suis bien sûr designer et je vends mes produits. Je les porte également. Vous voyez que je porte mes tissus. Moi, j'ai eu la chance de promouvoir également, via la reine d'Espagne, des tissus du Bengale. Moi, j'ai réussi à promouvoir l'artisanat. Il y a 6 villages qui sont sortis de la pauvreté grâce à mon initiative. Si je pouvais, eh bien, j'aimerais avoir des magasins magnifiques pour l'artisanat. Moi, j'ai pas choisi. Si je voulais le faire, j'aurais pu le faire parce que j'ai étudié dans une très bonne université, j'ai toutes mes archives. Je suis également membre de différents instituts d'art à Londres. Mais moi, je voulais que la mode soit accessible à toutes et tous. Dans mon pays, plus de 52% de la population vit dans des villages. Je voulais un modèle durable. Quelquefois, elles viennent demander, est-ce que je peux acheté un tissu de chez vous? Oui, c'est disponible à toutes et tous. Toutes les jeunes générations portent mes bracelets. Vous voyez mes bracelets que je porte ici, mes bracelets rigides. La mode, ce n'est pas non uniquement une culture, c'est une nécessité. On a tous besoin de se vêtir. Il y a un mot que je n'aime pas utiliser, c'est aider, l'aide. Vous voyez, non, les pays étrangers veulent nous aider. Non, moi j'ai un système. Je suis polyculturel, je suis assez cosmopolite. Lorsque nous allons dans les villages avec tous ces produits sur les lieux de production, vous verrez les femmes qui travaillent sur les métiers, qui commencent à utiliser le rouet. Vous vous souvenez de Gandhi qui utilisait également le rouet pour filer la laine, pour filer d'autres matières. Ce sont les femmes qui utilisent le rouet, les métiers à tisser, etc. Donnez-leur un petit peu de temps pour qu'elles se développent. En Europe, les choses sont différentes, bien évidemment. Je ne connais pas vraiment un pays où il n'y ait pas de femmes à la tête de pays, mais ça peut encore croître. Et au Rajasthan, etc., le Premier ministre est une femme. À Calcutta, vous avez une femme, Mamata Banerjee également. Il y a des centaines de noms que je pourrais vous donner de femmes leaders politiques. Vous êtes la nouvelle génération, vous êtes la génération numérique, vous avez beaucoup de force, de pouvoir et je pense que c'est à vous de faire de ce monde un monde vert. Je suis sûre que vous réussirez. Merci à toutes et tous. Merci Bibi pour ce que tu viens de dire. Maintenant, je vais donner la parole à Isabelle Maguire. Elle mène le mouvement Lui pour elle. Elle s'occupe de la diversité, de l'inclusion, de l'insertion, pardon. Bien. Eh bien, Bibi, une fois de plus, tu es pleine d'inspiration. Donc voilà, oui, c'est bien de vous rencontrer. Vous reconnaissez mon accent français, mais je vais quand même parler anglais parce qu'on est dans un forum international, donc je pense que c'est mieux. Bon, ce que je voudrais vous dire, c'est quelques mots à propos du mouvement Lui pour elle. C'est un message clé. Pour moi, c'est un progrès perceptible. Il faut accélérer ce progrès. Et c'est un message, je dirais, humain. Donc, je voudrais avancer un petit peu dans ce domaine. Tout d'abord, lui pour elle, he for she, c'est engager la conversation. Peut-être vous pouvez vous demander pourquoi vous êtes ici. Et ici encore, je voudrais remercier tous les hommes de cette salle qui sont venus à cette séance parce que, comme il vient d'être dit, c'est très important. Mais j'ai une question.
Peut-être que Issir peut faire passer le micro. Pourquoi est-ce que vous pensez que les Nations Unies... Non. Pourquoi est-ce que vous pensez que pour les Nations Unies, il est important de traiter de cette question de l'égalité homme-femme? Qui ose prendre la parole? Ne soyez pas timide. Pourquoi est-ce que vous pensez que c'est important pour les Nations Unies? C'est tout simple. Pas d'idée? Mais il faut un micro. Merci beaucoup et merci d'être ici. En fait, c'est très intéressant d'entendre ce que vous avez à dire. Si je ne me trompe pas, les Nations Unies veulent atteindre une certaine population dans la pauvreté et améliorer également le niveau de vie des femmes parce que le revenu qu'elles ont peut être utilisé dans la famille et vous pouvez également sortir les gens de la pauvreté si vous ciblez les femmes. D'autres réponses? Bien. J'ajouterai encore quelque chose du côté environnement. Il a été prouvé qu'une meilleure manière de changer le réchauffement climatique, c'est d'investir dans l'éducation des filles. Je pense que ça, c'est également une solution plus large pour régler cette question du réchauffement climatique. Bon, tout d'abord, il s'agit de droits de l'homme, enfin, droits humains, pardon. Nous avons prouvé que si nous avons davantage d'hommes dans la gouvernance des pays, nous allons avoir davantage de paix et moins de conflits. Et ça, c'est un des grands buts. Et si ça nous ramène à l'économie, je dirais qu'il a été prouvé que si on a davantage de femmes dans l'économie, on aura davantage de croissance et moins de pauvreté dans le monde. Et ça aussi, c'est un objectif des Nations Unies. C'est la raison pour laquelle les Nations Unies sont très impliquées et engagées pour arriver à cet objectif. Et aussi, il est important que vous sachiez que c'est une femme qui a créé le mouvement des femmes pour les Nations Unies en travaillant sur l'égalité femmes et hommes. C'est une entité qui a été créée en 2011 et c'est la raison pour laquelle c'est très important pour l'histoire, je dirais. Et avant de vous raconter cette histoire, eh bien, je voudrais vous montrer une vidéo avec quelques images parce que il, pour elle, est un mouvement et c'est la raison pour laquelle il est important de vous donner une image. Aujourd'hui, nous lançons une campagne qui s'appelle « Il pour elle » et je suis ici parce que j'ai besoin de votre aide. Nous voulons une égalité et pour cela, on a besoin de tout le monde qui en fait partie. Qu'est-ce que c'est que l'impact 10 par 10 par 10? C'est engager les gouvernements, les entreprises et les universités pour s'engager dans l'égalité homme-femme.
Hello, everybody, and welcome. Good afternoon, Facebook fans. We are live from the Facebook offices in central London on International Women's Day. It's got to be your story. It's got to be. Vous allez raconter votre histoire. Comment vous avez pu faire le plus petit geste pour avancer? We're putting the movement in your hands, turning to you to help us create a world. Désolé, mais le son ne nous parvient pas. And not limitation. And we're committed to increasing the Nous representation. voulons augmenter la représentation des femmes dans l'entreprise et dans le monde, également dans des positions de direction et des postes technologiques. Et cela avec toutes les personnes qui, je dirais, participent, enfin, font partie de l'emploi d'une entreprise. You know, you can't really find peace in the world if 50% of the world is women and you're not included in the same conversation. It's actually my letter to her. So, he for she. Okay, that's amazing. Yo, it's Lynn, and I have to laugh. How can we not be equal? We're like women are like half of a people. Comment est-ce qu'on ne peut pas être égal parce que... Ouais, c'est du rap, hein. Je ne suis pas comme ça. We believe that students should leave university believing in, striving for, and expecting society. Tout d'abord, essayer d'avoir des sociétés qui travaillent dans le sens de l'égalité. Et pour cela, il faut avoir des normes sociales et juridiques pour arriver à ce niveau. Tout ce que nous ressentons doit être exprimé à la fois pour les hommes et les femmes. Thank you. Bien, merci. Oui, c'est une histoire qui est très belle et je vais commencer par le début. Tout d'abord, le début de Il pour elle. D'abord, on a réfléchi au passé et l'analyse était très claire. Le progrès n'y était pas. Après des décennies de discussions, de panels, de séances, etc. Et en fait, quelqu'un a dit, bon, peut-être qu'il y a une raison pour laquelle les progrès sont tellement lents. C'est parce qu'autour des tables, il n'y avait que des femmes pour les femmes. Et nous savons que dans le monde, les décisions des hommes sont prises par des hommes, parce que les hommes sont aux commandes aujourd'hui. Et il pour elle, cette idée a commencé à partir de là. C'était une idée folle. On dit, si nous avons 1 milliard d'hommes dans le monde qui défendent l'égalité homme-femme, ce sera un monde d'égalité auquel on sera arrivé. Et c'était ça, l'appel de Emma Watson. Et bien sûr, ça a commencé comme un mouvement. Et pour les Nations Unies et les femmes, ça a été un passage par les médias sociaux et par tout le monde dans le monde, en Inde et ailleurs. C'était vraiment extraordinaire. Et la directrice de Il pour elle, ou enfin He for She, a dit on doit avancer maintenant, on doit aller plus loin, on doit transformer ce qu'on fait. Et donc, tous les jours, on se dit, nous transformons le monde. Ça, c'est le mot-clé dans notre équipe. Alors, elle a dit, nous devons
vraiment nous engager, pas simplement avoir des discussions. On a beaucoup de discussions avec des gens des Nations Unies ou avec des chefs d'entreprise. C'est vrai qu'on doit parler de l'égalité homme-femme, certes, ça c'est une chose. Elle a dit non, on doit s'engager. Et donc, elle a eu une idée géniale, à savoir de lancer l'initiative Impact 10 par 10 par 10. Alors, quelle était l'idée? L'idée, c'était qui veut changer la société ou les sociétés dans le monde entier. Nous avons les nations, parce que c'est elles qui font les lois. Nous avons les universités, parce qu'elles enseignent les jeunes, et nous avons les lieux du travail ou les entreprises. Donc, elle a dit on doit lancer un écosystème parce que, bien sûr, c'est holistique. Si nous voulons accélérer les choses, et là, il s'agit d'une question de rapidité, arrêtez de dire ça va prendre du temps. Non, arrêtons de dire ça et allons de l'avant. Donc, on engage 10 nations, 10 présidents d'universités au monde et 10 PDG d'entreprises. Et c'est la raison pour laquelle je me suis occupée avant de la diversité. J'ai travaillé chez General Electric, où Elisabeth a lancé cela à Davos en 2015. On a fait un appel à ce moment-là au niveau des Nations Unies et ils ont demandé si on allait se joindre à cela. Mais pour cela, il faut avoir 3 grands engagements dans un délai de 5 ans. Quels sont vos engagements? Alors, quels sont les engagements concrets? Et les 30 chefs d'État qui ont été sélectés, ou les 30 personnes, je dirais, qui ont été sélectionnées, ont dû montrer leur engagement. Et bon, même si on a commencé en 2015 et on a un calendrier qui va jusqu'en 2020, maintenant, nous pouvons déjà montrer que lorsque nous avons des décisions à un bon niveau de leadership, les choses avancent. Donc maintenant, nous sommes ici pour partager ce que nous avons fait et les meilleures pratiques. Donc j'en ai quelques-unes. J'ai une petite vidéo du Malawi, mais pour revenir aux entreprises, à la General Electric, par exemple, un cas que je connais mieux, le premier engagement a été de réaliser le salaire, l'égalité des salaires en 3 ans et pour 160 000 salariés dans le monde entier. Et à la fin de cette année, on y arrivera. Donc, nous pouvons montrer que c'est faisable, que c'est réalisable. Et d'autres sociétés disent « très difficile de faire ça ». Oui, c'est vrai. Mais lorsque vous avez pris la décision, c'est possible. Donc, par exemple, un autre exemple, BWC, lorsque on a commencé, on voulait augmenter la représentation des femmes au poste de direction. On a commencé en ayant 18% de femmes au comité exécutif et une année après, le nombre était passé à 47%. Donc, c'était simplement à cause de décisions qui avaient été prises. Donc, on peut apporter les changements. Ça dépend de nous, ça dépend des décisions qu'on prend à tous les niveaux. Tous les jours, on peut prendre une décision personnelle pour être sûr qu'on va dans le bon sens. Donc, c'est vraiment très important. Et bien sûr, nous lançons une nouvelle initiative. Donc, nous avons maintenant Just in Solo qui fait également un engagement dans le sens des jeunes. Nous avons la Banque mondiale, nous avons Danone qui a annoncé cette année un congé parental, pas de maternité, un congé parental de 18 mois pour 100 000 salariés dans le monde entier.
Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que c'est pour l'adoption également, c'est pas seulement pour un congé de maternité. Donc, c'est possible de le faire. Donc, ça, c'est bien de voir ce genre d'avance. Au niveau du pays, nous avons une histoire très jolie aussi. Dans les 10 pays, nous avons la Finlande, nous avons l'Islande. L'Islande a décidé en 2022 de n'avoir plus que des entreprises qui seront engagées dans le domaine de l'égalité des hommes-femmes. Et c'est vraiment un label. Si vous voulez aller travailler en Islande, vous devez vous conformer à ce loi. En Finlande, ils ont décidé d'avoir une formation, oui, appelons-la une formation pour le service militaire. 80% de jeunes. Donc, ça, c'est ce qui peut être fait également. Donc, pour le Malawi, ça, c'est une jolie histoire aussi. Mais je vais commencer par une petite vidéo et je vais vous expliquer après, très brièvement, quel est le changement qui a été rendu possible. On peut avoir la deuxième vidéo, s'il vous plaît. J'ai été inspiré par des hommes célèbres comme Nelson Mandela, qui a défendu les droits d'une femme. Je déteste voir les filles souffrir. Je déteste l'idée que les enfants ne vont pas à l'école. Je déteste lorsque les filles ne peuvent pas faire ce qu'elles peuvent faire parce qu'elles ont un grand potentiel. Jadis, lorsque l'on parlait de l'égalité homme-femme, on pensait que c'était les hommes qui devaient s'en occuper. Mais maintenant, nous disons que les hommes doivent également prendre position en la matière. Nous ne pouvons plus être aussi conservateurs. Ça doit changer avec le temps et nous devons traiter des problèmes à mesure qu'ils se posent. Depuis que j'ai un certain niveau d'influence, je pense que je dois partager les choses avec les autres chefs pour assurer qu'il y a égalité homme-femme et qu'il n'y a pas de violence fondée sur la sexe, pas d'abus sexuels envers les enfants. Et une fois qu'on commence à croire à cela, à ce moment-là, on ne peut qu'avancer. Il faut savoir que il était à l'Assemblée générale en septembre de cette année. C'est toujours très prenant, je dirais, parce que ce qu'il a fait est assez phénoménal. Donc, pour réaliser pour avoir annulé 3500 mariages, ça a demandé plus d'1 an et demi. Et il explique, et ce qu'il explique, bon, c'est très bref, vous ne pouvez pas le voir, mais il doit parler d'abord aux filles, et ensuite aux maris des filles, et puis il doit parler à la famille des filles, et au mari, et puis à la famille du mari, et puis il doit parler au chef de village. Donc, ça demande beaucoup de conversations. Et il l'a fait. Le président du Malawi a fait ça. Et donc, nous devons être engagés aussi. Et il prend son temps pour le faire. C'est extraordinaire.
Donc, ça peut vraiment nous donner inspiration lorsque un homme qui a le pouvoir aujourd'hui, mais qui a aussi le pouvoir dans la vie de tous les jours, parce que nous avons le pouvoir de changer les choses également dans notre vie de tous les jours. Nous pouvons voir partout et là, je vous encourage à regarder YouTube. Vous avez les églises, les exemples ou les histoires plutôt d'égalité he for she. Donc, on parle du mouvement sur ce site Internet. Et là, lui, il a conçu tout seul un atelier avec des discussions et il a décidé de passer de village en village et d'engager des discussions avec les hommes. Et bien sûr, en Inde, par exemple, si vous regardez le site Internet, vous pouvez cliquer sur les pays et vous voyez combien de personnes ont signé l'engagement He for She. L'Inde est un des pays les plus engagés. Peut-être qu'en France, on pourrait faire un petit effort. Si on a des Français dans la salle, je pense qu'on peut un peu avancer. Donc, c'est vraiment... ça a commencé par chacun d'entre nous, bien sûr. Lorsqu'on peut prendre le pouvoir, c'est encore mieux parce qu'alors on peut prendre des décisions. Mais une autre chose que je voudrais dire, et j'ai été très surprise, c'est que, comme je vous l'ai dit, avec cette initiative 10 x 10 x 10, nous avons 10 universités du monde. Et donc, nous avons Leicester, nous avons Georgetown, Stony Brook, Waterloo, Sao Paulo, South Africa, Nagoya, Singapour, donc toutes des universités. Et étant donné que je travaillais beaucoup plus dans le monde des entreprises, ça a été un contact que j'avais moins, mais j'ai découvert que dans toutes ces universités, la question des hommes concernait le harcèlement sexuel. J'étais surprise parce que peut-être que c'était un stéréotype, peut-être que quand les gens sont davantage éduqués, ils sont moins touchés par ça. Ils ont fait des choses extraordinaires. Ils ont lancé une sorte d'appel dans les 10 universités. Les étudiants peuvent essayer de trouver des solutions parce que he for she, c'est une question de solutions concrètes où tout le monde peut être engagé. C'est pas simplement à nouveau toujours la même chose. Donc, c'était vraiment extraordinaire de voir ça avec des solutions, avec parfois des solutions très complexes dans les campus et dans les universités pour que ces campus et universités soient plus sûrs. Et bien sûr, ça a été très positif. Et une fois encore, personnellement, j'ai mené beaucoup d'ateliers avec des comités de direction chez Schneider et je dois reconnaître que pour les hommes, parfois, c'est pas facile. Mais on les attend. On les attend pour engager des discussions, pour avoir des conversations et dire, oui, c'est une discussion tout simplement humaine. Si nous sommes tous égaux, ça sera plus facile. Bien sûr, ça sera un monde meilleur. On le sait tous. Mais ça commence en disant, bon, OK, aujourd'hui, je vais faire les choses différemment. Ou bien simplement engager une conversation avec un sentiment plus inclus. J'imagine que vous connaissez la différence entre l'inclusion et la diversité. L'inclusion, je dirais, c'est accepter que les autres entrent. Oui, on peut avoir des femmes au niveau de direction, mais est-ce que les entreprises acceptent vraiment cette différence? Les hommes et les femmes ne sont pas les mêmes. Chacun d'entre nous est différent des autres, mais ces différences sont tellement importantes, c'est tellement extraordinaire que nous devons en tirer parti. Et ça, c'est la question de l'inclusion. Et on y arrivera. Et bien sûr, ça mènera à un monde meilleur. Donc ça, c'était mon message. Et voilà. Alors, qu'est-ce qui vient après?
Nous avons du temps donc pour le débat, mais tout d'abord, applaudissements pour donc Isabelle Magyar. Je pense qu'il y a beaucoup d'aspects ici qui pourraient donner lieu à un débat. La question notamment du fait que les droits fondamentaux doivent être garantis aux étudiants, la pauvreté qui doit être vaincue, les conflits, etc. Mais je pense qu'il y a un aspect qui est très, très prépondérant, très important. Nous pourrions dire que l'égalité entre hommes et femmes avance, progresse, mais à un rythme assez lent, malheureusement. Au Brésil, depuis 2001, notre institut publie régulièrement un rapport sur les 500 plus grandes entreprises au Brésil et voir comment ils appliquent les principes d'égalité entre les sexes. Depuis 2001, l'égalité s'est accrue, mais en matière de position de dirigeants, différents niveaux dans les sociétés, les choses avancent, mais de manière trop lente. Si nous parlons de la représentation des femmes dans la société au Brésil, et si on l'applique à l'échelle d'une entreprise, eh bien, nous verrons encore qu'il faudra à peu près une centaine d'années pour qu'on arrive à avoir la même distribution au niveau de la société brésilienne, au cœur même de la société brésilienne. Donc, les choses avancent dans les grandes sociétés, mais pas assez au cœur de la société brésilienne. Dans les entreprises, oui, lentement, moins dans la société. Il faut voir comment nous pourrions accélérer ce rythme, parce que tout le monde dit ici aujourd'hui que nous sommes tous très engagés, que nous sommes conscients des bénéfices que l'on peut tirer d'une plus grande égalité entre les sexes. Mais quels sont les obstacles en chemin? Ça, c'est une autre question auquel il faut réfléchir. Quels sont les obstacles, les barrières qui font que la vitesse de cette égalité entre les sexes est réduite? Alors, j'ouvre maintenant la séance à questions-réponses. Nous attendons les questions nombreuses, nous espérons, du public ici réuni. Vous avez la parole. Alors, ici devant, dans la salle, merci. Vous avez la parole. Eh bien, bonjour, je m'appelle Erika, je suis également brésilienne et je travaille pour un institut, Consulado de Mujer, le Conseil des femmes. Je pense que c'est un commentaire que j'aimerais faire et peut-être une suggestion pour le He or She Movement, lui et elle. Il y a quelque chose dont vous n'avez pas fait mention. Je pense que c'est quelque chose de très important lorsqu'on parle de l'égalité entre les sexes, hommes-femmes. Vous n'avez pas parlé des enfants et combien nous devrions commencer à éduquer nos enfants de manière différente pour que arriver à un nouveau monde, un nouvel avenir. Je n'ai pas encore d'enfants, mais j'ai l'intention d'en avoir. Il y a beaucoup d'enfants autour de moi qui ont des enfants. Et je vois comment ils les élèvent. Ils continuent à les élever exactement comme au modèle, comme selon les modèles que j'ai connus moi en tant qu'enfant. Rien n'a changé. Par exemple, un petit garçon peut tout faire. Il peut jouer au foot, sauter par-dessus le sofa, n'importe comment, s'asseoir avec les jambes écartées, etc. Une petite fille doit croiser les jambes, être gentille, savoir se tenir, etc. Alors, si on ne prend pas en compte tout cela, le monde ne changera pas. Il faut commencer par les enfants, les plus petits. Il faudrait vraiment se concentrer sur l'éducation au berceau. Et le mouvement, lui, pour elle, he for she. Moi, en Amérique latine, je suis engagée au sein d'un comité pour la défense de l'égalité des sexes, hommes-femmes. Et une fois que nous avons lancé ce comité, c'est vrai que nous avons décidé de signer les principes pour la défense des femmes, les WAPS, etc. Et il y a eu une grande communication, beaucoup d'événements et beaucoup d'hommes se sont engagés dans le mouvement He for She, lui pour elle. Ils ont tous signé, c'est vrai, ils se sont tous engagés, d'accord, mais bon, ils n'ont pas vraiment fait suivre cette adhésion par des actions concrètes. Je pense que le mouvement devrait maintenant demander de passer à l'action. Si vous vous engagez en tant que membre, vous devez passer à l'action. Pour l'instant, c'est un peu peut-être absent, mais j'ai une idée peut-être un peu bête, un peu simple, mais pourquoi ne pas relancer ces membres tous les mois et leur dire, si vous avez une collègue femme, quelqu'un qui travaille pour vous,
invitez-la au déjeuner, demandez-lui quelles sont ses peurs en matière de promotion, de carrière, etc. Essayez vraiment également de faire une petite vidéo et dire voilà une petite source d'inspiration dans vos actions. Voilà ce que j'ai fait. Du côté de mon mari, moi aussi, je fais en sorte de prêcher la bonne parole. Je fais ça également avec mon mari. Je lui posais la question, qu'est-ce que tu fais après devenir membre? Il a dit, j'ai oublié, c'est vrai que j'avais adhéré. Allez, maintenant, peut-être qu'il faudrait envoyer un petit rappel à toutes ces personnes pour qu'ils puissent passer de la théorie à l'action et qu'eux aussi, au jour le jour, ils puissent passer à des initiatives concrètes. Je pense que c'est important. Alors, au niveau de l'éducation, comment élever nos enfants de manière à transmettre ce message sur l'importance de l'égalité entre les sexes, c'est vrai que c'est important. On a eu un petit débat au sein de He for She. Nous venons d'émettre une nouvelle vidéo. J'aimerais vous la montrer, mais nous n'avons pas assez de temps pour le faire. Elle serait trop longue. Mais Isabelle, je vous encourage à voir cette vidéo. C'est un bébé dont on parle dans cette vidéo. Le Wi-Fi n'est pas très bon ici. Je voulais le montrer, mais nous n'avons pas le temps pour le faire. Je vous encourage à aller sur notre site. Ça parle donc des différents stéréotypes que nous appliquons également à nos enfants. Je suis d'accord avec vous. Pour ce qui est de l'adhésion et faire en sorte que nos membres passent à l'initiative, à l'action, c'est vrai que lorsque nous, chez Schneider Electric, lorsque nous avons lancé ce mouvement, nous ne faisions que démarrer. Aujourd'hui, nous avons presque 40 000 employés de par le monde travaillant pour nous qui adhèrent au mouvement. Donc, c'est une grande initiative. Mais maintenant, en tant qu'organisation, il faut nous poser la question de nos responsabilités à continuer dans cet élan, à faire en sorte que notre mouvement puisse participer à l'éducation. Il faut que notre marque ne s'arrête pas à ce mouvement, mais il faut passer à l'action. Il faut toujours nous rappeler que nous avons ce devoir. Pour revenir à ce que vous nous disiez, nous avons maintenant un CLM parce que He for She, c'est une start-up uniquement. Nous avons le chef de He for She. Nous sommes 4 à la tête de He for She, donc ça n'est pas assez en matière de ressources humaines. Nous avons lancé maintenant nos gazettes, notre newsletter, qui va être donc disséminée vis-à-vis de toutes les personnes qui sont membres du mouvement. Vous avez raison, c'est très difficile. C'est un mouvement, il faut aller plus loin. Si le mouvement, c'est vrai, pouvait être maintenu pendant 10 ans, ce serait même formidable. Ça n'est pas facile. Un mouvement doit également prendre en compte l'approche montante et pas uniquement l'approche descendante, du haut vers le bas, mais du bas vers le haut. C'est ce à quoi nous devons arriver, comment tout le monde peut prendre à bras le corps ses idées. C'est difficile de maintenir une telle dynamique, mais c'est quelque chose de très positif. Nous devons encourager les personnes, évidemment, à s'imprégner de tout cela, en faire des activités quotidiennes, individuelles. Concernant l'éducation des enfants, Leila, vous voulez dire quelque chose peut-être? Merci. Donc moi, j'ai 2 vies, puisque je dirige une société, comme je l'ai dit, mais je suis aussi à la tête de Junior Achievement Worldwide, qui est une association qui milite pour l'entrepreneuriat des jeunes. Et au Maroc, en 10 ans, nous avons formé 100 000 jeunes à l'entrepreneuriat, comment monter une entreprise. Et on fait ça déjà dès l'âge de 14 ans. Et ce que vous disiez à juste titre par rapport à l'éducation, là aussi, je dis, chacun de nous doit faire sa part. J'essaie d'agir de 2 manières. Quand on fait les séminaires, les conférences sur les modèles de femmes inspirantes, nous parlons beaucoup d'éducation et nous invitons même les enfants de nos collaborateurs pour effectivement mettre le doigt sur l'éducation qu'il faut absolument faire évoluer. Et en fait, les premières responsables, celles que nous interpellons le plus, ce sont les mères, ce sont les mamans. C'est elles qui participent, en tout cas dans nos pays, le plus à l'éducation, donc nous l'interpellons. Dans le cadre de l'association relative à l'entrepreneuriat, parmi les messages que nous imposons pendant les formations, c'est justement la différenciation et le respect que le jeune
élève doit avoir vis-à-vis de sa camarade fille. Et ça fait partie intégrante de nos programmes, parce qu'effectivement, c'est là que ça se joue. C'est vraiment à la maison. Donc les parents et surtout les mères sont régulièrement interpellés dans nos débats, et au niveau aussi de l'école et de l'université, parce que le prof reste quand même quelqu'un de très inspirant, et il doit lui aussi transmettre ce genre de message, ce qui n'est pas fait. On en parle dans des tables rondes, mais quand on ressort, chacun retourne à son travail. Et là aussi, je dis, chacun doit faire sa part des choses. On ne peut pas régler les problèmes de manière globale, parce que, bon, j'ai choisi de ne pas faire de politique, mais d'être plutôt dans l'associatif. Mais si chacun de nous fait sa part, eh bien, nous allons déclencher le mouvement, qui soit en entreprise, lorsque les cadres femmes, enfin quand les femmes intègrent le monde du travail, ou dès l'enfance, puisque cette année, nous allons même commencer, dans le cadre de mon association, à faire des ateliers de créativité qui vont essentiellement parler du genre aussi, dès le primaire. Donc, c'est des tests pilotes que nous allons faire au niveau du monde rural. Donc, effectivement, ça vient de l'éducation. Thank you, Leila. Merci, Leila. Davantage de questions, je pense, au fond de la place. Nous vous donnons le micro. Vous avez la parole. Good morning or good afternoon. Let me speak in French. It's a comment I have to make in relation to the he for she movement. I'm under the impression that you do not really emphasize the notion that it's also positive for men. For them directly, they need to move away from those very rigid frameworks that there are men and women are different. I think they haven't got the possibility to really develop themselves and promote themselves in society. Why don't you insist on those aspects that men also need to be part of the loop, so to say? On va poser les autres questions et puis on y répondra de manière collective. Alors, la parole à la salle, au public. Bonjour à tous et tous. Merci pour cette session particulièrement intéressante. Ma question est pour Bibi. Les discriminations de genre que vous avez expérimentées quand vous avez lancé votre entreprise de mode au Bangladesh, comment avez-vous abordé ces questions d'inégalité entre hommes-femmes? Vous devez toujours devoir surmonter ces obstacles, ces problèmes. Comment abordez-vous ces questions au sein de votre entreprise au Bangladesh? Oui, c'est vrai que c'est très intéressant tout ce que vous venez de nous dire. Concernant le mouvement He for She, il y a un discours d'Edgar Ramirez très intéressant sur la masculinité. Et j'aimerais d'ailleurs que vous puissiez regarder cette vidéo parce qu'il s'agit du message que vous venez d'évoquer. J'aimerais également vous dire que j'ai une histoire personnelle à ce sujet. C'est vrai que j'ai rencontré beaucoup de jeunes hommes qui travaillaient dans des entreprises. J'ai parlé notamment du modèle du leadership. La plupart des entreprises encouragent aujourd'hui le fait que les femmes doivent s'affirmer, les hommes aussi. L'affirmation de soi, c'est important, mais il faut même aller au-delà. Il faut essayer d'encourager la participation, mais pas uniquement, d'écouter également les autres membres de l'équipe. Ça-ci est lié, je pense, également au leadership féminin. Mais bien sûr que les hommes et les femmes n'ont pas la même vision du leadership, mais nous encourageons aujourd'hui, entre parenthèses, le leadership masculin. Certains hommes, jeunes hommes, nous ont dit également que ça les intéressait. Moi, j'aimerais gérer mon équipe avec davantage d'élan participatif, de manière différente, mais ça n'est pas forcément reconnu et accepté par mes directeurs. Et ma crainte est que si je ne me conforme pas à ce qui est dicté par les échelons supérieurs, j'aurai des problèmes en matière de promotion, etc. Pour revenir à He for She, mon mouvement,
le fondement de tout cela, c'est soyez libre d'être vous-même. Et c'est également pour les hommes, pas uniquement pour les femmes. Ça veut dire simplement qu'il ne faut pas mettre les gens dans des boîtes et cloisonner. Non, il faut avoir la capacité, la liberté d'être nous-mêmes, que l'on soit homme ou femme. Il s'agit vraiment d'éléments qui sont ancrés profondément dans le message. Quelquefois, ça n'est pas visible, mais c'est bien le cas. J'ai bien noté ce que vous venez de dire. On va faire mieux, mais nous sommes d'accord avec vous. Oui, oui, il s'agit également de la place de l'homme, de la masculinité. Merci pour votre question. C'est vrai que je suis née au Bangladesh, mais j'ai eu l'occasion de vivre en dehors du Bangladesh pendant longtemps. Mais ça ne veut pas dire que j'ai oublié mon pays. Mes parents sont toujours restés au Bangladesh, mais je revenais pour les vacances uniquement. Lorsque j'ai décidé de rentrer, à cause de cette question, je vais vous dire que les premières 2 années, je faisais la tournée des villages. Pourquoi? Parce que moi, je suis une femme également. J'étais intéressée de voir ce que vivaient les femmes dans les villages. Pourquoi? Parce que ce sont des femmes très polies, elles me respectaient. Alors quand j'ai commencé à interagir avec eux, vous devez comprendre que tout ce que je fais, je laisse 99,89% de mes activités ont trait au village. Je veux que le développement durable arrive au niveau des villages. Nous voulons bien sûr supprimer la pauvreté. Tous les pays comme le Brésil et autres parlent de la lutte contre la pauvreté. Mais quand je vois que des femmes arrivent à faire des choses magnifiques de leurs mains, c'est incroyable. Je voulais vraiment mettre en exergue cela. Moi, j'ai décidé de faire travailler ces femmes, de ne pas faire croître une entreprise avec des moyens de masse, etc. Alors, quand je suis rentrée chez moi, vous savez que quand vous achetez un travail tissé à la main, ce n'est pas uniquement un produit. Vous contribuez à l'aide au bien-être d'une famille. Alors, vos sœurs, vos mères, quand on pose les questions à ces femmes, vous leur donnez de l'argent? Non, non, on leur donne. Pourquoi vous leur donnez pas de l'argent? Lorsque vous travaillez pour moi, je vais vous donner de l'argent. Alors, pourquoi ne pas partager cet argent? Alors, elles disent, ils n'ont pas besoin de partager. D'accord? Alors, moi, je leur dis, ça m'a pris 2 ans pour leur faire comprendre, d'accord, lorsque vous donnez de l'argent à votre famille, c'est important. Ces femmes, lorsqu'elles donnent de l'argent à leur famille, ce n'est pas uniquement pour le repas, c'est également pour les études. Mais il a fallu que je leur fasse comprendre également qu'il faut que vous gardez de l'argent pour vous. C'est vrai que il faut également penser à soi. Ça m'a pris 2 ans, mais là, je parle des femmes dans les villages. Tout ce que je fais, tout ce qui ressort de mes créations, c'est pour le village, en Inde, en Amérique latine, etc. Si je voulais être en ville et faire de grandes choses, fonder une entreprise, j'avais pas besoin de repartir chez moi. Moi, je voulais faire ressortir l'image positive de ces personnes, mais ça m'a coûté beaucoup d'efforts. C'est certainement quelque chose de très difficile. Il a fallu que je puisse convaincre les hommes qu'ils devaient également donner l'argent aux femmes de leur famille et ne pas garder cet argent uniquement pour eux. Alors, merci Bibi. Nous avons encore 10 minutes, encore quelques questions avant de clore cette session. Vous avez la parole au milieu de la salle. Oui, quelqu'un lève la main. Oui, bonjour, je suis Honey. 2 questions. La première question, c'est pour Bibi. J'ai remarqué, Bibi, que vous avez organisé votre premier fashion show à Paris en 96. Et je pense que c'était vraiment une grande étape pour vous, pour votre entreprise, certainement. Maintenant, moi, j'aimerais également lancer mon propre entreprise, mais c'est difficile. C'est difficile de lutter contre les hommes également dans ce secteur. Ma question est, comment avez-vous établi votre équipe? Comment avez-vous trouvé des financeurs, des investisseurs? Comment vous ont-ils aidé? Ma deuxième question maintenant, de nos jours, lorsque l'on cherche à devenir entrepreneur,
On cherche des compétences comme la créativité, la communication chez les femmes, des compétences en matière d'innovation. Ce sont des idées qui normalement sont promues par plutôt les hommes. C'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes entrepreneurs sont plus considérées comme étant douces, plus émotionnelles, sont moins considérées que les hommes. Alors, ma question, c'est, est-ce que nous avons besoin de femmes dans l'entreprise? Comment on peut... on devrait également mettre en exergue nos qualités en tant que femmes. Est-ce qu'elles sont reconnues dans les entreprises? Alors, j'aimerais répondre à la première question et puis après, vous pourrez donner la parole. Je donnerai la parole aux orateurs ici présents, participants du panel. Oui, je suis Anne Few, je suis de ESPO, une école ici à Lille. Disons que je voulais maintenant vous poser une petite question. C'est vrai que nous avons discuté ensemble ici de l'égalité des sexes dans le milieu du travail. À part les cadres juridiques, les lois, que pourrions-nous faire au niveau du travail pour que les mentalités changent? Je suis également étudiante et je voulais vous poser une question. Comme vous l'avez dit très justement, les états d'esprit changeront. Beaucoup de choses peuvent changer d'ailleurs. Je crois en l'éducation et toutes les valeurs que vous avez énumérées. Ma question cependant est, que pourrions-nous faire, nous, en tant qu'individus, pour changer les choses? Parce qu'on n'a pas l'impression que nous avons vraiment le pouvoir de faire changer les choses. Nous ne sommes pas de grosses entreprises, de grandes corporations, des associations caritatives ou autres. Nous ne sommes que des individus, un tout petit niveau. Et lorsque l'on est confronté à des inégalités, quelles sont les actions concrètes que nous pouvons mener, à part de dire « Ah ben, c'est pas bon du tout, c'est pas bien, on ne devrait pas faire ça » ou « ça n'est pas positif ». On n'a pas l'impression qu'on a le pouvoir de faire changer les choses. Que pourrions-nous faire par conséquent? J'aimerais répondre à la première question, si vous voulez bien. Vous êtes magnifique. Je ne vous vois pas. Il y a un contre-jour. Vous venez d'où? Vous venez d'où? De Chine. Vous êtes chinoise. Vous voulez commencer votre entreprise en Chine ou en Europe? Que voulez-vous faire? En France. D'accord. Alors, j'aimerais vous dire la petite chose suivante. Eh bien, moi, j'ai grandi à Londres, j'ai étudié à Londres, j'ai commencé ma carrière à Londres. Mais je vous ai déjà dit que j'avais un rêve, dès mon enfance. Et c'est ma force. J'ai dû attendre très longtemps pour réaliser mon rêve, mais je n'ai jamais mis de côté mon rêve. Et enfin, il est devenu réalité. Aujourd'hui, c'est le cas. Ce rêve était de revenir chez moi dans mon pays et de soutenir ces femmes dans les villages qui créent des choses magnifiques sur leur métier de tisser. Je voulais revenir à Bangladesh. Tout le monde me posait la question: tu veux créer une grosse entreprise au Bangladesh? Tu veux créer une grande entreprise du vêtement de masse? Ils ne me croyaient pas qu'en allant de village en village, j'allais arriver à réaliser mon rêve. Alors moi, je n'ai jamais baissé les bras, je n'ai jamais fait de propositions en matière juridique, légale, de loi, etc. Moi, j'ai 2 fils. Et je leur ai donné également la possibilité d'étudier, d'avoir une bonne éducation. Vous savez, les fils, vous les éduquez selon votre modèle, selon votre rêve. Alors moi, j'ai tout vendu. Regardez ma carrière. Moi, j'ai pas de maison en Europe, rien. J'ai uniquement suivi mon rêve. Alors, je suis repartie chez moi. J'ai investi tout l'argent que j'avais, mais dès que je suis rentrée chez moi, après 1 an, j'ai eu assez de chance d'être invitée par Federico Mayor, par la reine d'Espagne. Mon premier fashion show a eu lieu en France, au siège, avec tous les chefs d'État. Regardez ce que Bibi fait. Et en même temps, ils m'ont invité, ils ont invité certains professeurs. Et le microfinancement a été lancé au siège de Paris, notamment, dans cette organisation internationale. Jacques Cousteau
et d'autres ne pouvaient pas croire que j'avais pour rêve la mode comme vecteur de développement. Il fallait que je fasse mes preuves et c'est ce que j'ai fait. Ça, c'est comme ça que j'ai percé. Mais Mayor a délivré un discours. L'UNESCO m'a dit « Ne faites pas de la mode ». Mais moi, pour moi, mon modèle, c'était la mode pour le développement, pour que des revenus durables soient offerts à ces populations des villages, pour qu'ils sortent de la pauvreté, qu'ils aient accès à l'éducation. Je pense que vous voulez vraiment que ça ait lieu. J'ai fait un voyage officiel en Chine. Il y a tellement de choses à faire. Mais vous savez que moi, je ne suis qu'à un tout petit niveau. Lorsque je suis rentrée chez moi, j'ai investi tout l'argent que j'avais pour faire changer le monde. Mais j'étais à un niveau très petit. Je n'étais que toute petite. Si vous pensez à moi, priez pour moi, donnez-moi la force de continuer. Ça n'est qu'à une toute petite échelle que j'ai réussi à faire quelque chose. C'est comme ça, malheureusement. C'est difficile dans ce monde. Mais récemment, en Chine, il y a tellement de choses qui se passent. Tout le monde regarde la Chine. Les choses vont être assez difficiles, c'est certainement. Moi, je ne peux pas tout faire, mais quelqu'un pourrait ici devenir le nouveau Père Noël ou la Mère Noël et faire changer les choses. Alors, croyons en l'avenir. Leila a parlé également d'exemples concrets qui pourraient avoir lieu dans une entreprise pour surmonter ces défis. Alors, la question concernant comment changer les mentalités et par rapport à la qualité, quelle qualité avoir. Donc, si vous considérez qu'une femme, c'est la douceur, c'est la gentillesse, et que l'homme, c'est, je veux dire, on n'est pas du tout je veux dire, je dirais pas qu'on a tout faux, mais c'est pas là que ça se joue. L'idée, c'est de rester soi, d'oser être soi-même. Il n'y a pas une façon d'être pour réussir ou pas. La seule façon, c'est de rester authentique et très travailleur. Une femme, c'est-à-dire, on est passé d'un moment où les femmes étaient quasi absentes, je veux dire, dans des postes à responsabilité. C'est en train de se faire. Eh bien, pendant cette période, qu'on le veuille ou pas, nous devons travailler 2-3 fois plus. Nous devons prouver jusqu'à ce que ça s'installe. Et dans 10-15 ans, quand ça va être installé, cette question ne sera plus posée, on passera à autre chose. Il y a une trajectoire qui est là, on ne pourra pas brûler les étapes. Et il y a une chose qui est très importante pour moi, c'est attention au fait de faire évoluer les femmes juste parce que c'est des femmes. La discrimination positive, elle est négative et ça peut être un boomerang justement au changement de mentalité. Et j'y viens. Si vous voulez changer les mentalités, pourquoi vous voulez changer les mentalités ? Vous avez envie de montrer quoi ? Que en travaillant, en donnant la chance aux femmes d'évoluer, eh bien, elles sont aussi compétentes que les hommes et elles peuvent y arriver. Donc, qu'est-ce qu'on est en train quel est notre enjeu ? Notre enjeu, c'est juste de dire, nous voulons de la performance, nous voulons être les meilleurs, eh bien, en incluant les femmes qui le méritent, nous pouvons l'être encore plus. Est-ce que c'est très difficile de faire changer cette mentalité ? Je pense que non. Si on respecte la règle de la méritocratie, si on respecte le fait que quand on fait évoluer une femme, elle est réellement à la hauteur. Parce que le pire, c'est quand on va faire évoluer une femme juste pour dire, eh bien, regardez, j'étais à 10% l'an dernier, cette année, eh bien, j'ai 40% de femmes dans mon comité de direction, c'est super, regardez le pas que j'ai fait. Ça dépend comment ce pas a été fait. Si réellement les femmes méritent, ben, moi j'applaudis. Si elles ne sont pas prêtes, on ne leur rend pas service et on ne permet pas aux mentalités justement de changer. Parce que les mentalités ne vont changer que lorsqu'on va se retrouver dans le modèle. Et pour se retrouver, il faut que tout le monde gagne. Et la première entité qui doit gagner, c'est l'entreprise. Quand on parle de mixité, la mixité, c'est un levier de performance. Quand on veut faire évoluer les femmes, c'est pour qu'elles créent de la valeur, pour qu'elles contribuent au niveau de l'économie ou de son quartier, de sa ville, de son pays. Donc voilà, pour moi, la méritocratie est vraiment un levier important sur lequel on peut travailler pour faire changer les mentalités. Quand on est confronté à
Une dame posait la question, quand on est confronté justement à des peut-être des sujets sexistes ou quand on se retrouve pas dans l'équation, qu'est-ce qu'on doit faire? Moi, je sais pas, mais par rapport à mon expérience, je suis quand même dans un pays où la place de la femme, je veux dire, on a encore beaucoup de progrès à faire. Et à chaque fois que je me recevais des claques au travail, jamais je me disais c'est parce que je suis une femme. Ça ne me traversait même pas l'idée. Peut-être que c'était le cas, mais en tout cas, je n'en faisais absolument pas un sujet. J'avançais, je disais, ben, ça fait partie du boulot, il faut tracer, il faut avancer. Et donc, il y a aussi peut-être une surexplication qu'on donne à certains faits où on se dit, oui, mais peut-être c'est parce que je suis une femme que j'ai eu cette réponse, ou si j'ai pas eu cet entretien, ou c'est parce que je suis une femme. Si on n'arrête pas de se dire ça, on va avoir du mal à évoluer. Et moi, personnellement, si je peux partager mon expérience, jamais je n'ai pensé que quand j'ai eu un problème, ou même des propos sexistes, je laissais glisser et j'avançais. Je ne m'arrêtais pas parce que ça polluait, ça parasite et ça n'aide pas à avancer. Et donc je pense que quand on reste focusé, on connaît son enjeu, on reste focusé, on reste soi-même, il faut bosser. On n'a pas le choix. Si on veut y arriver, il faut bosser et chacun, dans là où il est, doit pouvoir faire bouger les lignes. Thank you, Leila. To wrap up. Si Leila, Isabelle, conclusion peut-être, oui. Oui, pour revenir à ce que vous avez dit à propos des émotions, quelque chose qui est très important également à dire davantage, c'est que les femmes et les hommes ont des émotions, la manière d'exprimer les émotions. Ça peut ne pas être la même chose. Donc, nous devons également encourager les hommes, et même sur les lieux du travail, parce qu'ils ont des émotions, ils ont des sentiments. Et avec davantage d'émotions, le monde serait meilleur pour les hommes et pour les femmes. Et en ce qui concerne, que pouvons-nous faire en tant qu'individus? Eh bien, beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Je pensais là, la semaine dernière à Paris, nous avons eu le Forum des femmes et nous avons eu beaucoup de discussions sur l'intelligence artificielle. Et nous le savons qu'aujourd'hui, le monde de demain est conçu par les gens d'aujourd'hui. Les algorithmes, plein de choses qui sont déjà aujourd'hui en train d'être conçues. Et malheureusement, nous n'avons pas beaucoup de femmes qui se joignent à cela. Dans l'enseignement de base, c'est encore un problème. Donc, c'est bien d'avoir des algorithmes aujourd'hui, mais pour les concevoir, il faut réfléchir déjà à demain. Donc, c'est un choix individuel, bien sûr, pour une carrière, mais c'est une chose que les femmes peuvent faire aussi, à savoir penser qu'il y a tellement de possibilités nouvelles dans le monde où les femmes peuvent avoir un impact. Nous, il ne faut pas attendre, il faut faire quelque chose lorsque vous pensez que vous pouvez avoir un impact, parce que nous sommes différentes. Et ça, c'est quelque chose que nous pouvons faire. Donc ça met également en question de nos subjectivités, nos stéréotypes, hommes, femmes. Et les questions, chaque jour, se posent. Même moi-même, parfois, je me pose des questions. Donc nous devons avoir cela à l'esprit. Donc, vous avez des stéréotypes, j'ai des stéréotypes, et nous devons vraiment y travailler parce que ce n'est pas facile, en fin de compte. Donc, voilà. Et alors, venez vous joindre également à notre mouvement Hifoshi. Merci, Bibi. Merci à Isabelle. Merci à Leila. Merci à tous.